le 6 octobre 2023, amis téléspectateurs, bon début de week-end à vous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine État de la Nation. Nous allons devoir discuter autour du processus électoral. Voilà, c'est avec Monsieur Héritier que nous allons devoir vous accompagner pendant quelques minutes. Alors, avant de pouvoir vous présenter mon invité du jour, mais aussi aborder la thématique que nous avons retenue pour ces nouveaux numéros de ces magazines, j'aimerais vous donner quelques grandes lignes d'actualité du jour. Candidature de l'AMUCA, il n'est pas trop tard puisque le processus continue. On n'a pas encore organisé les élections. Martin Fayoum-Madid. Dolchani, l'homme de père et des mères, formellement dans la course de la présidentielle. Élection 2023, pour la case, l'alignement de quelques candidats de l'opposition au processus électoral ne confère à la CENI ni la crédibilité ni l'inclusivité, moins encore la confiance du peuple congolais. Dépôt de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est samedi, le quartier général de l'Union Sacrée se mobilise. Et pour finir, Nord-Kivu, des affrontements entre les milices Wazalendo et les rebelles du M23 se poursuit dans les Massissi. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Alors, je l'ai annoncé au début que je reçois pour vous monsieur Héritier Ngashi, il est de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour cette invitation. Je suis Héritier Ngashi, cadre et communicateur du parti politique AFDC. L'AFDC, les partis chers au professeur Modeste Bahati et de ses regroupements. Et bien entendu, je suis membre au sein de l'Union Sacrée. Je vous remercie pour cet instant d'échange, cet instant patriotique. Je pense que les Congolais, les téléspectateurs pourront être satisfaits aux réponses que nous allons leur apporter. Très bien. Alors, monsieur Héritier, d'entrée de jeu, avant de pouvoir aborder cette thématique que nous avons retenue pour ces nouveaux numéros, j'aimerais vous poser une question de curiosité. Pourquoi croyez-vous à la vision du chef de l'État? La politique, c'est une question de conviction. Il faut croire. Parce que les partis politiques sont définis comme des associations, des regroupements, des personnes réunies autour des idéaux. Les idéaux, ce sont les idées forces qui nous permettent de gérer la République, qui nous démontrent la trajectoire, la manière programmatique, comment nous allons transformer la société, les diagnostics que nous avons posés dans la situation actuelle et nous projeter pour un avenir radieux. Mais maintenant, les fondements de toute action politique, c'est la conviction. Il faut croire que c'est possible de transformer la société et que c'est possible d'apporter sa contribution dans la construction de l'édifice. Nous croyons au président Félix Antoine Tshisekedi à cause du combat mené par les 13 parlementaires qui par la suite, ce combat a été incarné par l'un d'entre eux, Étienne Tshisekedi, de reste mémoire. C'est un long combat pour l'avènement de l'état des droits, pour un état social, parce que l'UDPS est véritablement un parti social-démocrate, étant donné que ce parti a milité pour un état où vit l'équité, l'égalité, les mêmes chances d'accéder aux richesses, à la redistribution équitable de nos richesses. C'est ces combats qui a caractérisé, bien entendu, les parcours et le jeu de l'UDPS. Il faut pouvoir, nous savions que le fils des Sphinx allait matérialiser cette vision. Et c'est pour ça que je suis avec lui. C'est comme ça que moi, à l'époque, j'étais avec le président Félix Antoine Tshisekedi dans le combat, parce que j'étais dans le mouvement citoyen. Nous étions au sein du parti politique, nous avions une coïncidence de vue, une coïncidence des combats. Nous nous donnions les forces pour arriver à bout à ce régime dictatorial de Joseph Kabila. L'UDPS arrivé au pouvoir, il fallait bien entendu soutenir l'un d'entre nous. C'est comme ça que j'ai adhéré au sein de l'AFDC, du professeur Modeste Bahati, et nous continuons ces combats pour transformer cette société. Et donc, on peut comprendre que le président actuel incarne la vision de son père. Il incarne la vision des pères fondateurs de l'UDPS. Il incarne la vision portée, les combats portés, les peuples d'abord, de l'UDPS.
Aujourd'hui, nous avons rencontré beaucoup de problèmes. C'est notamment à cette guerre qui a eu, cette union conflictogène, cette union contre nature entre les FCC et l'UDPS, les caches. L'union avait pour, bien entendu, vocation de préserver les pays face à un chaos. Parce que nous avions le président Félix-Antoine Tshisekedi qui venait d'être élu à la magistrature suprême, mais n'avait pas une majorité. Du reste, une majorité pas constatée. De ce point de vue, comme notre constitution, au regard de notre passé politique, au regard de nos péripéties en tant que nation, il a été décidé que nous n'ayons qu'un régime politique de coalition. Le président de la République doit coaliser. Pas de cohabitation comme la Constitution française le prévoit, où il y a un Premier ministre qui peut être de l'opposition et un président de la République du pouvoir. Un président qui n'a pas de majorité. Mais dans notre Constitution, compte tenu de notre passé, pour cimenter l'unité nationale, il a été imposé que le président de la République ait une majorité. Parce que les députés sont élus sur l'ensemble des circonscriptions de la République démocratique du Congo. Étant donné que le chef de l'État a une base électorale qui est l'électorat, l'ensemble des territoires, il doit travailler avec le député qui représente aussi l'ensemble de son électorat, c'est-à-dire des députés des différentes circonscriptions électorales, pour permettre non seulement que le président de la République ait assez de légitimité, il en a déjà parce qu'il est élu au suffrage universel direct, mais il a une double légitimité parce que les élus qui constituent la majorité sont aussi comme lui élus au suffrage universel direct. Et donc de ce point de vue, le président de la République doit avoir la majorité présidentielle. Nous avons une majorité du champ des maniocs, des Kingakati, qui a bien entendu fait en sorte que nous évitions la crise. Au lieu d'éviter la crise avec cette coalition, la crise s'est enlisée davantage parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas véritablement des hommes d'État, des gens qui ont passé à leurs intérêts égoïstes, des ministres qui répondaient des injonctions d'un ancien président de la République en lieu place de servir la République. Et on a mis un terme à cette coalition conflictogène, mais malheureusement on a perdu 2 ans. Donc l'FCC bloquait l'Union sacrée. L'FCC ne bloquait pas l'Union sacrée, a vu le jour au lendemain de la disparition de la coalition FCC-Cash. L'FCC aujourd'hui n'existe pas parce qu'on considère que l'FCC est un patrimoine politique de la poubelle. C'est une ordure politique et l'ordure politique... Comment ça l'FCC n'existe pas? L'FCC n'existe pas parce que, s'il vous plaît, pour vous rendre compte de l'existence d'une plateforme, d'une vie, il faut regarder les actes. Il faut regarder les signes vitaux. Mais jusque-là, les signes vitaux politiques du FCC n'existent pas. Ça montre que ces partis politiques a véritablement été mis, cette plateforme a été mise dans la poubelle politique parce que les Congolais en avaient marre du FCC. Le FCC, c'est le prolongement de la majorité de la Kabylie, c'était les anciens systèmes, c'était les détournements des deniers publics, c'était l'égoïsme à outrance, c'était les privilèges insolents à une certaine catégorie. Nous sommes en train de voir la même chose avec même l'Union sacrée. Mais il y a un problème. L'Union sacrée n'est pas une sorte de blanchisserie, n'est pas un pressing où vous y allez sale et vous en sortez clean. Non. L'Union sacrée, d'après le vœu du président de la République, c'était pour justement que nous fédérions nos énergies, que nous fédérions nos forces pour regarder l'intérêt supérieur de la nation. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont venus avec des mauvaises habitudes. Ils n'ont pas décidé d'abandonner leurs vieilles habitudes. Le président de la République l'avait si bien dit qu'il n'accorderait pas il n'accorderait pas de faveur à ses amis, à ses copains, à ses membres de famille. Si quelqu'un a de démêler avec la justice, si quelqu'un a violé la loi, et donc la justice doit faire son travail. La justice ne doit pas sélectionner. Nous voyons de l'Union sacrée. Cette majorité, ce sont seulement les gens de l'Union sacrée qui sont graciés. Justement. Parce que le président de la République, lorsqu'il prend le règne les commandes de ces pays, il a gracié un certain nombre de gens qui ne sont pas de l'Union sacrée. Vous ne me direz pas que le colonel Edi Kapende est de l'Union sacrée. Vous ne me direz pas que Jean-Claude Mouyambo est de l'Union sacrée. Vous ne me direz pas que les pasteurs, les patriarches
papa, celui qui a été arrêté ici, Coutinho Fernando, vous ne me direz pas que Coutinho Fernando était de l'Union sacrée. Non, les grâces présidentielles ont concerné tous les Congolais qui, bien entendu, répondaient aux critériums établis par la loi. Donc, il n'y a pas de sélection là-dessus. S'agissant de la justice, moi je suis de ceux qui pensent, comme le président de la République, que la justice n'a pas aidé cette nation à s'élever. Nous avons un sérieux problème dans ce secteur judiciaire. Nous devons y voir davantage. J'ai salué le travail qui a bâti par les procureurs pris la Cour de cassation, M. Fermin Fondé, qui a mis même un numéro pour que le peuple dénonce de magistrats corrompus, de magistrats vérés. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? L'intersyndicale du secteur judiciaire a monté au créneau pour demander aux procureurs de retirer ces numéros. D'après l'intersyndicale, le fait de mettre sur la place publique ce numéro, enfin de permettre le peuple de dénoncer, serait une sorte de livrer le magistrat à la vindicte populaire. Et donc, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de mémoires. Est-ce que l'intersyndicale est dirigée par le président de la République? Non, ils sont autonomes. Ils ont la liberté, la latitude de, bien entendu, défendre les intérêts de leur secteur. Donc, il y a des gens qui refusent que l'administration judiciaire s'efface, se déroule dans de bonnes conditions parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt de maintenir le statu quo. Et donc, il est de notre responsabilité, peuple, nation, de nous battre. Il n'y a pas un changement. Il y a beaucoup de choses. Non, la justice. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Par exemple, la qualité de la justice, c'est le nombre du personnel judiciaire. Combien de personnes? Il y a des gens qui sont ici à Kinshasa, qui ne foutent absolument rien, mais qui refusent d'aller à l'intérieur. Nous avons des tribunaux qui ont été arrêtés, qui ne travaillent plus, parce que tout simplement des magistrats. Les réformes de la justice, le président de la République a procédé à la nomination, notamment au recrutement des magistrats. Nous avons 10 000 magistrats recrutés, nommés. Nous avons mis la pression pour que ces magistrats soient dépêchés, notamment à l'intérieur de notre pays, pour la bonne administration de la justice. Ça, c'est l'une des réformes. On a augmenté, bien entendu, des primes des agents du ministère de la Justice pour que ces gens soient au moins à l'abri des besoins. Parce que vous ne pouvez pas administrer la justice quand vous avez un ventre creux, quand vous avez un ventre affamé. Vous êtes exposé à toute forme de mendicité et de corruption. Maintenant, il faut avancer dans ces réformes pour voir les conditions de travail des magistrats, la numérisation de ces secteurs. Vous savez, dans un pays, nous sommes en insécurité judiciaire. Quelqu'un peut tuer à Kalamou, il va à Kassangou, ici, il est libre. Personne ne peut savoir que c'est un homme, c'est un fugitif, qu'il est recherché par la justice, parce que nous n'avons pas de serveurs, nous n'avons pas un système informatique de gestion. Mais déjà on peut comprendre. On est secteur... déjà que le président actuel a échoué, parce que même la Bible a dit la justice élève une nation. Nous avons le président de la République est l'un des rares présidents de la République qui reconnaît, qui met des bémols dans son action gouvernementale. Il dit, j'aurais espéré faire ceci, mais je ne suis pas arrivé à le faire. Voilà ce qu'il y a. Les présidents de la République toujours. Non, dans le débit de ce mandat, il ne cesse de se lamenter, de se plaindre. Avant lui, il y a un homme qui a promis, qui n'a pas réalisé. Mais malheureusement, il n'a rien dit. Vous savez, je vous donne un exemple. Vous savez que l'accord global inclusif signé à Sun City entre les différents camps protagonistes, il était prévu, c'était le 22 octobre 2002. Il était prévu 3 ans après que nous organisons les premières élections de la Troisième République. Elles n'ont pas eu lieu. Joseph Kabila avait dit, si le 30 juin 2005, je n'organise pas les élections, je démissionne. Il n'a pas démissionné. Il a organisé les élections une année après. Vous voyez, ça dit un homme qui donne des promesses, il ne les réalise pas, il s'excuse. Donc, on doit continuer de la sorte. Mais il y a un changement de narratif. Vous avez maintenant un président de la République qui reconnaît que là, il a bien fait, là, il a moins bien fait. C'est une très bonne chose parce que l'action politique, l'action gouvernementale doit être assise sur la vérité. Le peuple a besoin de la vérité. Et le président de la République n'est pas fier de la justice. Si lui, le magistrat suprême, n'est pas fier du rendement de la justice, je suis sûr qu'il a pris... Cela veut dire qu'il a pris à bras le corps. Il a pris à bras le corps le problème de ces secteurs et il va s'y pencher, il mettra l'essentiel. Il va se concentrer davantage pour... Il est déjà à la fin. Il nous reste pour quelques mois. Mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas lier le destin du peuple aux 5 ans du mandat du chef de l'État. Non.
le bonheur du peuple congolais doit se vivre, doit se constater, même au-delà de la personne ou du mandat des chefs de l'État. Le président a posé des jalons. En 5 ans, vous ne pouvez pas tout construire. Maman, vous ne me direz pas mais que... les bilans, c'est pour 5 ans, vous ne me direz pas que les États-Unis d'Amérique ont été construits en 5 ans. Vous ne me direz pas que la France... Mais il fallait combien? Le président de la République a fait un premier mandat. C'est pour cela, au regard de ce qu'il a fait, de fondamentaux qu'il a mis en place, il fait laisser la place à une autre personne. Mais comment voulez-vous qu'il mais justement, pourquoi voulez-vous qu'il quitte le pouvoir? Donc, les souverains on parle pas du bilan, mais si on peut comprendre rapidement, cela veut dire que le président n'a pas un bilan à présenter. Il a juste... Vous voulez qu'on parle du bilan, madame? Vous voulez qu'on parle du bilan? Allez, allons-y. Madame, c'est pour la première fois en République démocratique du Congo que nous aurons une unité, une usine des raffineries d'or en République démocratique. Depuis que le Congo est Congo, c'est sous Félix Antoine Tshisekedi, nous avons une raffinerie d'or. Pourtant, nous étions en train de discuter. Nos minéraux étaient expatriés à l'état brut. Nous ne rapportions pas assez de financement pour construire notre développement. Maintenant, nous avons mis en place ici une autre usine des raffineries d'or. Madame, nous avons des usines de transformation de cuivre à l'état brut en câble électrique. Vous savez que la Belgique, c'est le pays le plus électrifié de l'Union européenne. Mais à cause de nos cuivres. Parce qu'ici, nous n'avions pas d'unité de transformation. Nous en avons. L'écosystème industriel est en train d'être redynamisé. Madame, soyez rassurés, nous aurons des emplois. Soyez rassurés que nous aurons à ne plus amener nos minéraux. Nous aurons les élections. Madame, c'est que nous sommes... Madame, vous savez qu'on venait de recruter 5000 inspecteurs du travail, mais c'est dans l'actif du chef de l'État. Vous savez combien d'agents ont été matriculés, des NU, qui travaillaient pour l'État congolais depuis plus de 10 ans, sans recevoir même un seul rang. Donc, des gens qui faisaient du bénévolat. Mais avec la gratuité d'enseignement, nous avons pris à bras le corps en charge plus de 40 000 enseignants. Maman, il y a beaucoup de choses. Les recrutements au sein de l'FARDC, plus de 40 000 militaires ont rejoint les FARDC parce qu'ils ont cru au chef de l'État. Le président de la République montre qu'il a la volonté. Il a montré que dans un temps record, la gratuité d'enseignement qui n'était pas budgétisée. Mais il arrive, président de la République, dit l'article 46 de cette constitution, nos enfants doivent aller à l'école gratuitement. Même moi, j'étais... pendant que vous avez détruit encore. Même moi, j'étais dubitative. J'étais dubitative. Je me dis, mais le président, qu'est-ce qui ne va pas? Il vient sans budget. Il institue la gratuité d'enseignement. Une année après, la gratuité d'enseignement est devenue une habitude. Nos enfants partent à l'école gratuitement. Vous parlez de la qualité de l'éducation. À quel moment la qualité de l'éducation de notre pays était bonne? À quel moment? Parce que moi, je sais, j'ai étudié dans ces pays. J'ai étudié à l'université de l'équipe, c'est ça. L'union sacrée est venue encore détruire, encore. Madame, quels sont les indicateurs? Vous me direz, quels sont les indicateurs qui prouvent que le système éducatif a été déstructuré sous le régime Félix Antoine Tshisekedi? Bien au contraire, nous l'avons amélioré. L'enseignant qui est touché 80. Oui, parce que l'amélioration de la qualité de l'éducation passe notamment par la mise dans de bonnes conditions des enseignants, les personnels enseignants qui étaient démotivés. Alors les élèves. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça ne suffit pas. Il faut faire assez. Ainsi, je demande au gouvernement d'en faire assez, mais il faut reconnaître le début du changement. Les enseignants qui étaient en train d'enseigner sans être motivés aujourd'hui sont payés. Vous avez les salaires des enseignants qui passent régulièrement, ils ne sont pas en retard. Quand même il y a un petit souci, vous centrez les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, c'est mettre à pied d'œuvre pour régler. Il n'y a plus de grèves, madame. C'était chaque année République démocratique du Congo qu'il y avait des grèves à la veille de la rentrée scolaire. Vous n'en prenez plus les règles. Nos enfants sont allés à l'école cette année sans grève au mois de septembre. Donc ça montre qu'il y a un certain nombre d'efforts qui sont fournis, mais nous demandons assez parce que les problèmes, il y en a tellement, ce pays est à refondre complètement. Très bien, merci beaucoup, messieurs héritiers. Alors, abordons déjà la thématique que nous avons retenue sur le processus électoral. Martin Fayulu a déposé sa candidature.
Moïse Katumbi a déposé, Mouzito a déposé, il y a même un pasteur qui a déposé, le pasteur de l'église Galassi, voilà, Abraham. Église La Louange, je crois, voilà. Alors le président actuel va déposer, c'est samedi, donc déjà d'homme. Alors, quelle est votre analyse sur le processus électoral qui représente la candidature de tout un chacun? Bon, je commence par le processus électoral. Je me suis rendu compte que les acteurs politiques, un certain nombre d'acteurs politiques ont continué avec les systèmes de caprices, c'est-à-dire les caprices et aussi les enchères. C'est-à-dire, tous voulaient ce processus électoral, mais une fois mis en place, beaucoup posaient des conditions, comme quoi, moi je n'entrerai dans ce processus électoral seulement si vous faites ceci, vous faites cela. Et on a vu de revendications inutile, de revendications à la limite idiote. Vous savez, comme moi j'étais enfant, idiote par exemple, je me promenais avec mon père, je lui demandais de m'acheter des avions qui volaient au-dessus de notre tête. Et mon père me faisait réfléchir que c'était pas possible. Parce que ma réflexion, ma demande était idiote. Donc les revendications des opposants n'étaient pas fondées. Il y avait certaines revendications qui frisaient les caprices. Je vous donne un exemple. Monsieur Martin Fayoulou a demandé qu'on audite à nouveau le fichier électoral. La CENI lui a opposé une réponse. Vous voulez qu'on audite à nouveau le fichier électoral par un cabinet d'audit externe. Quelle est la raison? Quelle est la raison technique qui nous pousserait à auditer à nouveau, c'est-à-dire un audit bis? Martin Fayoulou jusqu'à maintenant n'a pas répondu à la préoccupation de la CENI. On se rend compte mais pas à nouveau, parce que selon Martin Fayoulou, Kadima avait pris ses amis. Selon Martin Fayoulou, ses amis, c'est pas trop moi pour auditer le fichier électoral. Madame, on a fait dans ces pays, on a procédé à l'appel de recrutement des experts. Il y en a eu au total 5. 3 experts nationaux, 2 experts internationaux. Et l'appel était sur Internet, l'appel d'offres était sur Internet. Donc si Martin Fayoulou voulait que son épouse, voulait que ses enfants, ou voulait que Presse Pengue, ou je ne sais qui, postule pour le compte de l'expert de la CENI, il pouvait le faire. Je pense qu'autour d'eux, il n'y a pas des gens qui ont ces profils. C'est ça la vérité. Depuis toujours, l'audit du fichier électoral a été réalisé par un cabinet d'experts internationaux. L'OIF n'a pas de cabinet d'experts. L'OIF recrute aussi les experts. De la même manière que la CENI l'a fait, rien n'a changé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'OIF a refusé? C'est à cause d'un climat malsain. On a dit que l'OIF est dirigé par une Rwandaise, la coquine de Paul Kagame, pour votre information, M. Kouabo, et donc du coup, ça posait un problème. Et donc, la CENI, pour rassurer, parce que l'audit du fichier électoral, c'est un travail de routine. Pour continuer dans cet élan, il fallait faire un appel d'offres. Et l'appel d'offres a été lancé publiquement, c'était sur Internet. Tout Congolais désiré de postuler pouvait le faire. Donc, ça ne s'est pas fait dans le noir, pendant l'obscurité. L'appel d'offres s'est fait les jours et tout le Congolais avait la possibilité de le faire. Donc, c'était une fuite en avant. En réalité, ce genre n'avait rien à dire. Mais maintenant, nous sommes y allés dans ce processus électoral. Caprice. Souvenez-vous, en 2018, Martin Fayoulou, c'était pas machine à voter. Mais il est allé quand même avec cette machine à voter qu'on a appelée machine à voler. Mais parce que tout simplement, il n'avait pas de niveau de technicité pour contrôler cette machine à voter. Les derniers, le peu de séances de travail qu'ils ont eu pour contrôler la machine à voter, c'était grâce à ce combat qui était le candidat président de la République numéro 20. Il a parlé avec certains d'entre eux pour leur dire c'est possible de contrôler cette machine à voter. Et c'est comme ça que nous sommes allés aux élections. Avec une CENI dite de Joseph Kabila. Parce que Nanga continue à nous faire croire qu'il était vraiment les garçons de course de Joseph Kabila. Avec une CENI, un FIOD, avec la Cour constitutionnelle de Joseph Kabila, il a même nommé ses conseillers. Il y avait un monsieur, mais c'est le juge Mokona qui était à la Cour constitutionnelle, qui était le conseiller juridique de Joseph Kabila. Il prend un conseiller juridique de Joseph Kabila et le désigne à la CENI. Mais nous sommes allés dans ces élections, dans ce contexte où le président Félix Antoine Tshisekedi n'avait même pas un chef de son obédience. On a rapporté les élections. Quand on est organisé, on peut bloquer la machine de la tricherie. C'est ce que nous avons dit, nous avons conseillé à notre frère Martin Fayoulou, mais il n'a pas voulu aller s'inscrire dans l'école de la logique, dans l'école, bien entendu, de la rigueur politique comme Étienne Tshisekedi. Lui, c'est comme une sorte de chauve-souris, il dit une chose le matin. Toutes les raisons pour lesquelles il a refusé de participer dans ce processus électoral, aucune d'entre elles n'a été résolue.
La Cour constitutionnelle qui l'a qualifié de Joseph Félix Tshisekedi est encore là. La CENI de Joseph... Non, laissez-moi, maman. La CENI n'a pas voulu. La CENI. Mais en politique, on doit s'assumer. Je n'ai jamais vu un tel vagabond politique comme Martin Fayulu. Ça c'est du vagabondage politique. Tshisekedi disait je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Maman, en 2006, Tshisekedi a dit je ne participerai pas à ce processus électoral. Peu importe ce qu'il représentait en ces temps, ce qu'il représentait comme patrimoine politique, Tshisekedi n'est pas allé aux élections. Il y a eu des élections entre qui ont posé au deuxième tour, au second tour, Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. C'est ça un homme d'État. C'est un homme politique. Mais il dit les choses. Il a déposé la candidature malgré lui quand même. Mais en politique, on ne fait pas des choses malgré nous. On fait des choses en calculant. Parce que la politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est un monde de rapports, de force et d'influence. Vous avez dit un certain nombre de choses pour faire montre, pour démontrer que vous êtes fort. Vous restez droit dans votre botte. Vous ne changez pas un seul instant. C'est comme ça que même vos interlocuteurs vous prendront au sérieux. Il est conscient que la politique de la chaise vide ne paye pas. Non, il est conscient qu'il manque des positions. Il est conscient que c'est un vagabond politique. Il est conscient qu'il manque des repères. C'est comme ça que j'invite les gens qui sont dans un parti politique. Si vous avez un leader politique qui est un vagabond, qui n'a pas de repères politique, un leader qui tâtonne, il dit une chose le matin et le contraire le soir, un homme de ça, il était la seule personne à exiger, à proposer, à présenter ses revendications. Si vous avez, je continue, si vous avez un leader des CRR, des CRR, alors quittez-les avant que vous amène dans un suicide politique. Rejoignez les professeurs Modeste Bahati qui s'assume. Il a dit au début de ses mandats, mon candidat c'est Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, tout le monde l'a rejoint. Il n'a pas changé un seul instant sa décision. Il faut qu'on ait des acteurs politiques qui s'assument. C'est bien pour nous la jeunesse que nous le prenions pour des modèles. Mais Martin Fayulu, il dit une chose le matin, le soir il dit son contraire. Rien n'a changé dans ses revendications, mais il vient quand même dans ce processus électoral. Il vient laquer entre le pâte, mouillé, et il prend part à ce processus électoral. Tout le monde ne le prend plus au sérieux. Maintenant, ça tire entre la CENCO a demandé, la population a demandé à Martin Fayulu de présenter sa candidature. La population, quelle population? Quelle population? Les Sénégalais? Non, comment ça les Sénégalais? Mais parce que quand vous parlez d'une population, quand vous parlez de la population, ce sont des nationaux et des non-nationaux. Pour parler de l'engagement politique, ce sont le peuple. C'est le peuple. C'est seul le peuple qui a les droits civiques et politiques. Mais dans la population, il y a des étrangers. Et donc, quand vous dites que la population... C'est une façon de dire les Congolais. Quand vous dites que la population... Non, c'est une façon de dire les Congolais. Ah, ok. Moi, je croyais que vous avez dit que, les Sénégalais aussi devaient demander. Madame, par quel mécanisme le peuple congolais avait demandé à Martin Fayulu de postuler? Y a-t-il eu un sondage? Même sur les réseaux sociaux, j'en connais pas. Moi, je suis sociologue de formation. On connaît les mécanismes par lesquels on peut évaluer l'expression d'un peuple en dehors des élections. Il fallait qu'il y ait des sondages, il fallait qu'il y ait, bien entendu, des structures qui permettent de percevoir l'opinion. Il n'y en a pas eu. Martin Fayulu lui-même s'est rendu compte qu'il allait vers un suicide politique et il s'est rédiffé. Mais malheureusement, la décision qu'il a prise a des conséquences pernicieuses. Parce qu'Adou Ndombasi a quitté, lui qui était l'un de ses lieutenants. Parce que pendant ce temps, Serge Ouello, président de la jeunesse de l'ECD, a quitté. Les gens ont quitté parce que finalement, le navire Fayulu est en train de chavirer et de se vider de sa substance. Je me souviens encore de la prophétie d'un des pasteurs de la République du Congo qui avait dit qu'il y aura un homme acteur politique majeur qui mourra. Mais la mort ne peut pas seulement être une mort physique. Elle peut aussi être une mort politique. Et moi, je pense que dans cette prophétie, il s'agissait de la mort politique parce qu'il fallait une politique mais mort. Et non, votre leader. Alors, parlons de la candidature de... Je me rends que nous puissions commencer avec la candidature d'Abraham Ngalassi. Le pasteur a dit la candidature parce que Dieu lui avait dit de déposer. Vous voyez pourquoi est-ce que certains acteurs dits des dieux, les hommes de Dieu, ne sont plus au sérieux à cause des comportements de Mais comment ça? Mais si, madame, nous, en Sciences Po, nous avons des théories divines du pouvoir et nous avons des théories populaires du pouvoir. Dans les théories divines du pouvoir, on disait tout pouvoir vient de Dieu. Mais ces théories ont été, bien entendu,
abolies. Ces théories sont devenues désuètes parce qu'il y a de nouvelles théories, ce qu'on appelle les théories populaires du pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. C'est comme ça, Abraham Lincoln l'a dit, les pouvoirs du peuple pour les peuples et pour le peuple. C'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui désigne qui doit être son leader. Mais maintenant, je me demande, est-ce que Dieu se trompe? Non, Dieu ne se trompe pas. Comment Dieu peut-il, d'une part, savoir qu'en 2023, Félix Antoine Tshisekedi sera réélu président de la République? Et en même temps, c'est ça que fait Dieu. C'est ce que veut Dieu. Pas c'est ce que veut Dieu. Je pose la question. Parce que le pasteur a dit, Dieu m'a dit de déposer ma candidature. Non, c'est ça. Il a tout simplement. Il a tout simplement fait ce qu'on appelle utiliser un argument d'autorité. Un argument d'autorité, c'est-à-dire citer les noms de Dieu, inviter les noms de Dieu dans ses sentiments et dans ses intérêts personnels. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne peut pas lui envoyer dans l'humiliation parce qu'en 2023, il sera véritablement humilié. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas s'illustrer dans les humiliations. Et donc, en considérant ce qu'a dit le pasteur Ngalassi, en regardant tel comment est-ce que le satire politique se présente, le bain de foule que le président de la République reçoit à gauche et à droite, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, il ne faut pas oublier, c'est un homme de Dieu. Non, il a dit ses sentiments. Je regarde dans la Bible, j'ai lu dans la Bible où un homme de Dieu qui s'est trompé. Il a dit ses sentiments et par la suite il a dit qu'il s'était trompé, qu'il s'en excusait. Ça arrive que les hommes de Dieu, pris par les sentiments et pris par leurs émotions, mettent en avant-plan le nom de Dieu pour justifier ce qu'ils veulent comme intérêt mesquin. Ce sont des hommes. Donc vous dites que ce sont les sentiments parce qu'il a déposé sa candidature à la tête de la magistrature. $100 000, c'est assez beaucoup. $100 000. $100 000. Vous pouvez passer. Mais il y a un seul siège. Madame, il y a un seul siège. Il y a un seul siège. Et ce seul siège appartient à Félix Antoine Tshisekedi. Comment Dieu peut-il se confondre? Dieu peut-il... Moi je pose la question. Est-ce que Dieu vous avait dit, vous les gens de l'Union sacrée, que Félix sera réélu en décembre? Dieu nous a montré à travers beaucoup de choses. D'abord, Dieu nous a montré par l'engagement, par les leaderships serviteurs qu'il a placés dans le chef de son enfant, de son serviteur Félix Antoine Tshisekedi. Ce sont des signes qui ne trompent pas. On a dit, celui-ci, c'est un enfant de Dieu. On regarde comment il a consacré ces pays. Il a dédié ces pays à Dieu. Vous savez que la République démocratique du Congo avait des problèmes avec l'Israël à cause de Mobutu. Il a dit dans la guerre qui opposait l'Égypte à l'Israël, il a dit entre un frère et un ami, le choix est clair. Il a choisi les camps de l'Égypte contre l'Israël. Le président Félix Antoine arrive, il renoue les relations avec la nation de Dieu, l'Israël. Vous savez que nous serons le premier pays à déplacer la capitale, notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'est le premier pays au monde. Donc nous allons faire déplacer notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qui est véritablement la capitale pour les enfants de Dieu. Le président de la République a dédié, a consacré ces pays entre les mains de Dieu pour, bien entendu, les tirer dans l'obscurantisme, dans ces démons, dans ces vampires qui avaient mis ces pays dans l'enfer, dans l'abîme. Dans tout ça, ça montre que c'est un enfant de Dieu. Il a été son pouvoir véritablement et la volonté l'œuvre de Dieu. Et donc, Dieu ne se trompe pas. Il ne peut pas en même temps choisir David. Il ne peut pas choisir à la fois David et Saoul. Le pouvoir de Dieu est dans David. Et David, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Madame, je vais me moquer de Ngalassi à 2023. Je vais rigoler. Non, il ne faut pas dire ça parce que c'est un homme de Dieu. Enregistrons cette émission. Je ne parle pas de l'homme de Dieu Ngalassi. Comme homme de Dieu, je le respecte. Je parle de l'homme politique Ngalassi, de la terre politique Ngalassi. Et dans ce terrain politique, on ne se fait pas des cadeaux, on se donne des coups. Et comme acteur politique, il doit s'assumer, assumer ses positions. Il doit s'arrêter de se cacher derrière la Bible, mais nous sommes dans un terrain politique. Donc, en 2023, je serai le premier à savonner des champagnes ici dans ce plateau parce que Ngalassi sera humilié comme acteur politique. Très bien, merci beaucoup. Alors, rapidement parlons de la candidature de Moïse Katumbi. Il y a eu beaucoup de complications, mais du moins, il a quand même déposé sa candidature. Enfin, les documents originaux, ont été retrouvés. Je me rends compte que Moïse Katumbi joue au théâtre. Maman, moi je suis de la province. Je me suis venu ici à Kinshasa pour mes études universitaires. Dans ma maison, j'ai tous mes documents originaux. En commençant par mes certificats, c'est-à-dire mes bulletins de l'école primaire.
mon certificat, mon diplôme d'État, et jusqu'au niveau des relevés des comptes de deuxième licence. Parce qu'à tout moment, je peux en avoir besoin pour constituer mes dossiers à gauche et à droite. Comment un candidat président de la République s'amène-t-il au bureau du traitement des candidatures avec les photocopies? Mais ça a été toujours Madame, dans l'administration, ça c'est un principe général d'administration, c'est important pour que ça, c'est une grande chaîne suivie par les intellectuels. Que les gens les retiennent pour toujours. Quand vous allez déposer votre photocopie, on s'amène toujours avec l'original. C'est un principe d'administration. Même quand vous déposez la photocopie, vous devez vous amener avec l'original. Parce qu'on peut peut-être vérifier quelque chose. Vous savez que les documents, les certificats de naissance, l'acte de naissance, les certificats de bonne et vie et mœurs et tous ces documents, les casiers judiciaires ont été légalisés au niveau au niveau de la chancellerie. Et donc, la chancellerie se trouve ici à Kinshasa. Et donc, Moïse Katumbi est allé légaliser ce document originaux à la chancellerie au boulevard. Madame, combat quel miracle! Les documents, les dossiers originaux qui étaient ici, légalisés à la chancellerie, se retrouveraient à Kachobé. C'est un faux fouillant. En réalité, il a fait ce qu'on a tenté de me faire quand j'étais un enfant. Un monsieur a voulu me donner un faux billet de $50. Lorsqu'il a commencé à me donner, j'étais en train de palper la monnaie. Il m'a dit non, j'ai oublié. Donne-moi cet argent. Et il n'était pas pourvu que je te donne 50, c'était $20 en réalité. Il est venu tenter la CENI. Mais il a fait face à la vigilance des agents de la CENI, du bureau de traitement. Quand ils ont commencé à palper le document, on a vu les documents ici, on regarde Zambie et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il s'est rébiffé pour aller finalement chercher le document. À son niveau, un candidat président de la République, il s'amène ici à Kinshasa avec des... Mais ça a été le cas avec les autres. Mais pourquoi Moïse Katumbi? C'est avec Moïse Katumbi. Parce que justement il y a des doutes. Parce que si c'était clair, comme de l'eau claire, dans un verre clair... L'Union sacrée a déjà peur de Moïse Katumbi. Comment? Est-ce que c'est toujours Moïse Katumbi? C'est l'Union sacrée. C'est les visionnaires de l'Union sacrée qui a fait venir Moïse Katumbi dans ce pays. Moïse Katumbi regardait ce pays comme un singe dans l'enclos. Il regarde les enfants de l'intérieur. Parce que Joseph Kabila ne voulait pas de Moïse dans ce pays. Plusieurs fois, il est venu. Il a décidé, aujourd'hui je vais rentrer à Lubumbashi. Mais il s'est arrêté de l'autre côté, à Zambie. C'est grâce au président de la République, la raison pour le père de l'unité nationale, qu'il a fait venir Moïse Katumbi. S'il avait peur de Moïse Katumbi, parce qu'il savait qu'il serait candidat, parce qu'il serait son challenger, il ne le laisserait pas venir. Moïse Katumbi ne représente rien. C'est un homme qui a fait ses preuves en tant que président d'équipe de football. Moi je pense que la FECOFA est bien faite pour Moïse Katumbi, afin de redynamiser notre secteur sportif. Donc la FECOFA est une bonne destination pour Moïse Katumbi. Dans la politique. Absolument. Il est bien pour... Quand il était concentré, quand il n'était pas encore concentré dans la politique, vous avez vu comment Mazembe faisait la fierté de la démocratie du Congo? Mais parce qu'il avait des bien play engagés dans ce secteur footballistique. Mais une fois qu'il a abandonné le football, vous voyez comment Mazembe ne fait plus de résultats. Donc moi je lui demande de rentrer et de réinvestir dans son secteur de football, parce que je pense qu'il est bon. Chacun a son domaine de prédilection. Très bien. On va chuter rapidement avec Matata Ponyo. Voilà. Matata Ponyo. Et Mozito. Matata Ponyo, sa candidature est fantaisiste. En fait, sa candidature est un vaccin contre la justice. C'est une immunité. Il a voulu s'immuniser contre la justice. Maintenant, pour que la justice ne m'atteigne pas, je me déclare candidat président de la République. Et à chaque fois que la justice voudrait de moi, je dirais, on m'en veut parce que je suis candidat de la République. La formule est simple. Tous les esprits avertis savaient que la candidature de Matata Ponyo est fantaisiste. Comment vous voulez être candidat président de la République quand vous avez un parti politique dont le siège est à ma campagne? Mais ça fait quoi alors? Ça fait quoi? Il est venu cacher son parti politique à ma campagne dans un milieu huppé. Les mamans des Bibois, de Mombele, les mamans de Popo ici, même à Pakadjouma, comment ils peuvent voir? En fait, Matata Ponyo n'avait pas besoin de mettre un parti politique. Lui avait seulement besoin que la justice ne touche pas. Et si la justice avait décidé de ne pas toucher Matata Ponyo, il ne ferait pas la politique.
Il se serait concentré dans ces histoires des universités, m'apprendre avec de l'argent, on ne sait pas où est-ce qu'il a trouvé. Mais quand on a commencé, il y a un début de procès, il s'est dit, tiens, je vais tout politiser. Quand on me touche, c'est parce que je suis candidat de la République. Et donc, c'est une candidature qui fait rigoler et qui fait même rire les oiseaux. Non, le président actuel n'a pas peur de la candidature de Matata Ponyo. En face de nous, il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que Matata Ponyo a... Même pas Mouzito. Matata Ponyo a l'ombre de lui-même. L'ombre des 1000 écoles qui devaient être construites, l'argent de l'État a été déboursé, aucune école n'a été construite. L'ombre de Matata Ponyo, c'est le projet Bukangalondo, 5 millions de dollars. Maman, vous savez ce qui s'est passé? Bukangalondo est un projet pilote qui devait d'abord couvrir les 6 provinces. À l'issue de la réussite de 6 provinces, on allait l'étendre sur l'ensemble du territoire congolais. Vous savez que le coût de financement de Bukangalondo est plus que le service national. Mais le service national, commencé par 1000 tonnes, aujourd'hui nous atteignons les 15 000 tonnes. 15 000 tonnes en seulement 2 ans. Mais Matata Ponyo a eu suffisamment d'argent que le service national pour aucun rendement. Donc, quand les Congolais meurent de faim, vous savez qu'il y a 20 millions d'enfants qui souffrent de l'insécurité alimentaire dans ce pays parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'alimentation. Mais Matata Ponyo a pris Bukangalondo et l'a transformé à une université privée. C'est ce bilan, c'est la fibre optique, c'est tous ces détournements, tous ces montages financiers qui collent à Matata Ponyo comme une mauvaise odeur qui colle à la poubelle. Très bien. Alors, la candidature de quand même, Mouzito, voilà. Il peut faire quand même poids. Mouzito était présenté par certains comme une sorte de... Il était comme un élève docile du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce que les gens disent. Même au sein de leur opposition. Et on dit qu'il est l'homme du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc Mouzito, comme ancien Premier ministre, il a des côtés positifs et des côtés négatifs. Le côté négatif, c'est que c'est sous Mouzito comme Premier ministre que l'affaire Minembwe existait en 2008, parce qu'il était Premier ministre entre 2008 jusqu'en 2012. Il a fait 4 ans. C'est sous Mouzito que le Congo a été envahi avec ces histoires du M23. Donc sur le plan sécuritaire, vous savez les accords signés entre le gouvernement de la République, son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, il était prévu qu'on donne 64%, 34% des zones de commandement, zones de défense du Nord Kivu au M23. Il était prévu qu'on donne 30% du Sud Kivu au M23. Donc le commandement des régiments, des brigades, les zones de défense, qu'on les donne au M23. Il était prévu que la régie des eaux, la SNEL, et dans d'autres régies financières et des entreprises de l'État, que les M23 deviennent des autorités. C'est comme ça qu'on a eu des administrateurs du territoire du M23. Ça, c'est les contrats signés entre Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères du gouvernement Mouzito, et les terroristes du M23. Merci beaucoup, messieurs héritiers. On va chuter avec cette question. La rencontre de Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, ils doivent se rencontrer pour faire asseoir leur divergence. Non, mais non. C'est un tweet qui a été rédigé par un mythomane, un journaliste qu'on appelle Tweetman. Sa vie, c'est les tweets. Malheureusement, lui qui a une éducation indésireuse, qui insulte les gens comme il veut, et le président réplique, il les qualifie des taxes de tous les noms. Quelle crédibilité accorder à un homme de cette nature? Mais malheureusement, ce tweet a été partagé même par les intellectuels, même par les... Je ne sais pas. Au Katanga, et ici il fait contre-signer ces ordonnances par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Asselo Daniel. Ça causait des problèmes parce que Kabila voulait faire un coup d'État à travers l'armée. Et le président de la République, en permettant des généraux, en nommant de nouveaux généraux, en les changeant dans des postes, il a déstructuré l'appareil à mort de Joseph Kabila. La nomination dans des entreprises publiques, les contrôles de la territoriale et de la petite territoriale, nous avons assisté à la nomination des ATD, en ce dessus. Le président de la République a la plénitude du pouvoir. Kabila ne constitue plus d'éminence. En politique, on négocie avec quelqu'un qui représente beaucoup d'intérêts ou éminence. Kabila n'est
n'est ni l'intérêt pour Félix-Antoine Tshisekedi, ni une menace. Donc, en réalité, entre le nez, c'est Kabila qui a besoin du président Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Un dernier mot, je voulais placer un dernier mot. Je suis en train d'alerter l'opinion sur un cas de disparition. Nous avons jusqu'ici, nous sommes sans nouvelles d'une dame du nom de Ndoukou Vumbi Nadine Bénédicte. Cette dame était secrétaire particulière du secrétaire permanent de la structure qui contrôle les armes à la République démocratique du Congo. Son chef avait, il y a eu une sorte de montage contre sa personne, il y a des gens de mauvaise foi qui lui en voulaient. Il a été arrêté 2 jours au lendemain de l'arrestation de ce dernier. D'après ce qu'on apprendrait, la dame aussi a disparu. On ne sait pas, est-ce que c'est lié aux effets de kidnapping, parce que Kinshasa a traversé un moment, bien entendu, d'incertitude et d'instabilité due au kidnapping. Est-ce que c'est un problème de règlement des comptes à cause de la sensibilité du dossier qu'elle pouvait gérer comme secrétaire particulier de ce monsieur? Et donc, nous alertons l'opinion, les services, notamment pour nous dire que la famille est en train de pleurer, de faire un deuil sans corps de l'air sœur Ndoukou Vumbi Nadine Bénédicte. Si on peut nous aider, bien entendu, à la retrouver, nous espérons qu'elle est vivante et qu'elle est quelque part. Très bien. Merci d'être venu, monsieur Héritier. C'est moi qui vous remercie pour le temps nous accordé et je pense que ce n'est pas la dernière invitation. Très bien, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs de Momoro Média. Nous disons un grand merci à l'équipe technique. On se verra la semaine prochaine dans un nouveau numéro de votre magazine. Bon début de week-end. Ciao.